Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cet autre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. Ce soir, deux sujets principaux à l'ordre du jour et je ne vous en dirai pas plus. On écoute le sommaire de Jean-Marie Kinfac. L'Agence de régulation du secteur de l'électricité a un nouveau directeur général. Jean-Pascal Nkou a été honoré par le chef de l'État pour présider aux destinées de l'Arcel après la demande de démission de Jean-Pierre Kédi. Un fait rare au Cameroun quand on sait combien beaucoup nourrissent l'envie d'accéder à des postes de responsabilité, d'y accéder, mais surtout s'y maintenir, coûte que vaille, comme ces directeurs généraux adjoints et présidents de conseils d'administration d'entreprises et établissements publics, dont le mandat est largement dépassé, mais qui refusent de remettre leur tablier en pleine violation de la loi de 2017. Ne citons surtout pas des cas. Ces responsables doivent simplement continuer à vaquer à leurs occupations jusqu'à ce que le président de la République, seul maître du temps des nominations, en décide autrement, en évoquant ainsi l'article 8 de la Constitution, celui défendu par des hommes de science au rang desquels le professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala. Un regard de curieux ce mardi soir sur le tribunal militaire de Yaoundé, l'instance qui a procédé il y a une semaine à la condamnation à vie du leader séparatiste Ayouk Tabé et 9 autres de ses généraux. La décision du juge Missenjone à elle seule a suffi pour s'aimer la psychose dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon des informations rapportées par la presse, des mécontentements ont éclaté dans la ville de Bamenda au lendemain du verdict et des individus à moto ont sorti des armes. Des coups de feu ont par la suite retenti. Conséquence, plusieurs villes anglophones connaissent depuis ce week-end un déplacement massif des populations vers d'autres régions du pays. Ces personnes redoutent une recrudescence de violence. Sur les réseaux sociaux, les séparatistes appellent aux villes mortes jusqu'au 16 septembre prochain. En dépit des menaces de toute nature proférées à l'endroit des populations, le gouvernement rassure quant aux mesures prises par les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité pour créer les conditions propres à garantir une rentrée de classe sécurisée dans ces deux régions. Quel appel aura plus d'écho? Pour en débattre sur le plateau de chantier politique, Angelbert Essomba Bengono, militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le député suppléant qui a été membre de la sous-commission de la communication du président Paul Biya lors de l'élection du 7 octobre dernier, portera ce soir la voix du parti au pouvoir. Autre panéliste, Émile Bindi, le responsable de la communication du parti Univers, qui, on se souvient, avait arraché la 3e place lors de la dernière élection présidentielle. La voix du mouvement pour la renaissance du Cameroun est portée ce mardi par Arnaud Parfait Manga Kédé. Militant engagé, il est par ailleurs membre de la fédération du MRC dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Le 4e pouvoir est représenté sur le plateau par Pierre Nka. Ce journaliste qu'on ne présente plus est l'une des figures de proue de l'analyse froide des questions politiques et économiques. Directeur des rédactions du quotidien de l'économie, il est par ailleurs titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Voilà ainsi planté le décor. Bon débat en compagnie de Cédine Djongo. Merci à vous, très cher Jean-Marie Kinfac. Vous avez bien fait de nous présenter notre panel du soir. Je vais tout simplement commencer par les accueillir. Je commence d'ailleurs par ma droite, Émile Bindi, un habitué de ce plateau et de cette émission Chantier Politique. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté cette autre invitation. C'est moi qui vous remercie de me donner une fois de plus l'opportunité de venir échanger avec vos nombreux panélistes sur ces questions brûlantes d'actualité sur lesquelles nous débattons bientôt. Et forcément, je remercie également vos nombreux auditeurs de nous suivre religieusement. Et téléspectateurs surtout. Et téléspectateurs surtout de nous suivre religieusement
tous les dimanches soirs, mais également les mardis. Les mardis, voilà. On aura une petite modification dans l'agencement des invités de ce soir. En lieu et place de M. Angelbert et Samba Bengonon, nous aurons Majesté Andondo Patrick, qui est juste à côté d'Émile Bindi. Majesté, bonsoir, merci. C'est votre première à cette émission Chantier Politique. Bienvenue dans ce studio. Merci, monsieur Cédric. Bonsoir à vous, bonsoir à mes chers copanélistes, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. C'est avec beaucoup de joie que je découvre ce beau studio. Donc, je suis très impressionné. Encore une fois, merci, n'est-ce pas, de m'avoir accueilli. Je viens lieu et place de monsieur Samba Bengonon. Voilà. Qui a été annoncé d'ailleurs par notre confrère. Je rappelle que vous êtes sous-secrétaire à la communication au comité central du Rassemblement démocratique. Je suis membre du peuple camerounais. De la sous-commission de communication oui. Au comité central. Merci. À ma droite, Arnaud Parfait Manga Kédé, qui a été présenté par Jean-Marie Quinfac comme étant un militant engagé du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir, cher monsieur. Et je remercie d'entrer je crois ces éloges que vous faites au militantisme engagé. Je suis fier d'apporter ce studio avec les copanélistes présentés et du docteur Nka qui est ici à ma gauche. Je vais saluer les 200 prisonniers de la résistance depuis la prison principale de Nkodengui, en particulier le président élu Maurice Kamto, les membres de la coalition, et tous ceux qui ont été président autoproclamé. Permettez, Majesté, le président autoproclamé. Majesté, le débat n'a pas encore commencé. Permettez à Arnaud Parfait de saluer qui de droit. Et je pense qu'on va poursuivre. Je pense que je ne serai pas radin en saluant la ménagère de M. Albert Zonga, qui a été aussi arrêtée alors qu'elle cuisinait. On ne sait pas ce qu'elle fait en prison. Voilà. Je saisis cette kyrielle de salutation pour donner un clin d'œil à toutes les populations misérabilisées et qui vivent dans l'obscurité de l'obscurantisme managérial. Yaoundé est plongé dans le noir. Merci. Les pouvoirs publics jouent systématiquement au damier. C'est-à-dire, quand Yaoundé a l'énergie électrique, on coupe l'énergie à EDA. Quand EDA a l'énergie, on coupe ce n'est pas encore le temps du débat, Arnaud Parfait. Merci pour ces nombreuses salutations à l'endroit de la cuisinière d'Albert Zongan. C'est en tout cas ce qui a retenu notre attention. Et j'accueille le dernier panéliste de ce soir, le docteur Pierre K. C'est vrai qu'on ne mentionne pas souvent la mention. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Nous ne sommes pas ici à l'académie. Je reste Pierre Carlo, journaliste que les téléspectateurs ont toujours connu. Oui, il faut l'accepter. Dans notre environnement, vous ne savez pas toujours qui est en face de vous. Donc, vous ne montrez pas, surtout que chez nous, les docteurs, ils sont devenus des toutologues. Moi, je n'en fais pas partie. Je suis invité ici en tant que journaliste. Je représente le quotidien de l'économie. C'est un journal qui paraît depuis 8 ans, spécialisé sur les questions économiques et financières au Cameroun et en Afrique centrale. Donc, c'est à ce titre exclusif que je suis là. Mais ça n'empêche que je convoque mon background pour éclairer un peu nos téléspectateurs. Alors, je rappelle que vous êtes directeur des rédactions au quotidien de l'économie. Et justement, avec vous, on va parler de ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique. Pierre K, le 13 août dernier, le secrétaire général de la présidence de la République adressait 2 correspondances, l'une au secrétaire général des services du Premier ministre et l'autre au ministre délégué à la présidence en charge du contrôle supérieur de l'État. Correspondance qui en quelque sorte et de manière globale rappelait tout simplement que le pouvoir de nomination revient en quelque sorte au président de la République. Nomination, il faut le rappeler, à la tête des entreprises et des établissements publics. Pourquoi ces simples rappels à l'ordre ont suscité autant de polémiques au sein de l'opinion? Oui, je vais vous dire vrai, Cédric, entre le week-end du 17, dimanche 17 et samedi 16 que je découvre ces correspondances, j'ai du mal à croire. D'abord l'authenticité, ceux qui ont vu ces documents verront bien qu'il y a une différence entre la lettre adressée au SGPM et celle adressée au Consupé. Donc de manière stratégique, on a
passer tous les documents pour voir véritablement s'ils étaient authentiques. Mais lorsqu'on s'est rendu compte de l'authenticité, il faut dire que ces deux lettres apparaissent comme une sorte de cheveux dans la soupe de la réforme qu'on attendait depuis le 12 juillet 2017, où de nouvelles lois avaient été prises, où des précisions étaient données sur le mandat de DG à la tête des sociétés d'État, mandat impératif de 3 ans renouvelable 2 fois, donc 9 ans maxi. Donc, lorsqu'on reçoit ce genre de choses, il faut passer à l'analyse. Et on a essayé, à notre niveau, de ne pas prendre les legs du SGPR sous l'émotion. Essayer un peu d'analyser comment des simples lettres, entre guillemets, du premier secrétaire, parce qu'il faut dire, le secrétaire général de la présidente de la République est presque le secrétaire du président de la République, c'est-à-dire ce qu'il dit ne vient que du président de la République, dans le sens de la pratique. Donc, quand on se rend compte qu'il y a ces lettres, on interroge un peu et on se rend compte que certainement il y a des choses à dire. Et la principale chose à dire, c'était en réalité qu'il y avait une sorte de rupture. Les lois de 2017 venaient un peu tempérer le pouvoir de nomination du président de la République, contenu dans l'article 8 alinéa 10 de la Constitution, qui dit que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Donc ça, c'est un droit constitutionnel. Or, dans les textes de 2017, on avait l'impression que lorsqu'on disait au président de la République qu'il devait nommer après 9 ans, que le mandat était de 9 ans maxi, on lui imposait que le jour dit où vous arrivez, il devait absolument nommer. Et sous d'autres interprétations, ça pouvait croire à une sorte de mise à mal de son pouvoir discrétionnaire. C'est pourquoi nous, à notre sens au quotidien de l'économie, on a opté sur l'interpellation du Conseil constitutionnel. D'accord, on va y revenir. On va y revenir. Je voudrais avoir également l'avis sur cette question d'Émile Binzi. Il faut dire que tout cela se tient quand même dans un contexte où on a une kyrielle de directeurs généraux adjoints et présidents du conseil d'administration dont le mandat est largement dépassé. Qu'est-ce qui explique selon vous qu'aujourd'hui l'on ait des personnes qui dépassent autant les 9 ans mais qui sont encore et toujours maintenues à leur poste? Bien. Alors, avant que de répondre à votre question, les deux correspondances, celle adressée par le SGPR au SGPM, posent un problème au niveau sur le plan juridique. C'est celui de la prééminence des autorités au sein de l'appareil dirigeant. Il est clair et évident que le Premier ministre, dans un pays qui se veut sérieux, n'est-ce pas, est pratiquement le chef du gouvernement. Le secrétaire général de la présidence de la République n'étant qu'un fonctionnaire de la présidence de la République. Il va sans dire que dans le cadre de l'implémentation de l'action gouvernementale ou de la politique, c'est le Premier ministre qui est en charge de ces différentes questions. D'où vient-il donc à un moment donné qu'on se retrouve fatalement en train d'avoir le secrétaire général de la présidence... Est-ce que ce ne sont pas les instructions du président de la République qui semble donner des instructions au Premier ministre en lui faisant un rappel? Ceci nous amène à comprendre clairement que le véritable patron du gouvernement n'est pas le Premier ministre, mais effectivement le secrétaire général de la présidence de la République, qui conforte l'idée selon laquelle le Premier ministre n'est qu'un garçon de course nommable et corvéable à souhait, ce qui pose quand même un problème dans un régime dit démocratique. Le deuxième élément, vous évoquez la question de ces DG et PCA qui sont en poste depuis longtemps et dont les mandats ont expiré. Il faut dire que sur le plan normatif, les dispositions de la loi sont claires, s'agissant pratiquement des mandats qui sont de 3 ans renouvelables une fois, de 3 ans renouvelables deux fois. Et les dispositions de l'article 70 de la loi sur les entreprises publiques prévoient même au niveau de l'alinéa 3 ou 4 que les actes pris par ces autorités sont nuls et de nul effet au-delà de l'expiration de cette période. On peut donc comprendre que dans une lecture essentiellement juridique, on est dans une situation d'illégalité
s'agissant de la continuité d'exercice de ces différents directeurs qui tombent sous le coup effectivement de la loi 2017. Mais maintenant, il faut dire que la loi est peut-être l'expression de la volonté générale, mais au-delà d'avoir une dimension juridique, la loi a également une dimension politique. Oui. Et nous sortons donc strictement du cadre de l'explication juridique de l'affaire pour entrer dans l'explication politique et politicienne de l'affaire. Nous sommes donc dans les usages politiques du droit. La question qui se pose d'abord, c'est celle de l'opportunité de la désignation de ces différents directeurs. Qu'est-ce qui prévaut? Qu'est-ce qui a prévalu lors de la désignation? Ce n'est pas tant l'efficacité, ce n'est pas tant la compétence, mais ce sont des considérations politiques. Nous sommes dans un État qui se gère de manière communautariste et chacun de ces directeurs représente quelque chose sur le plan politique. Et donc forcément, il va sans dire qu'ils ne sont pas totalement interchangeables au regard de leur poids politique sur le terrain. Il va donc sans dire que le simple fait que les mandats soient échus et qu'on se retrouve dans une situation d'expiration ne justifie pas ipso facto sur le plan juridique le remplacement tant que politiquement le président de la République ne dispose pas d'une personne capable de remplacer politiquement cette personne dans son fief. C'est d'autant puisqu'il s'agit d'un vaste gâteau national et nous sommes dans une politique du ventre. Alors, à partir de là, on peut donc comprendre pourquoi ils sont maintenus. Ils sont maintenus non pas parce que juridique, non pas parce qu'ils sont capables de produire ci ou ça, mais ils sont maintenus parce que nous sommes dans un contexte politique où le prince veut conforter un certain nombre d'assises, veut conforter ses positions, se sent menacé par-ci, par-là, et ce sont les mêmes qui ont battu campagne pendant longtemps, ont contribué à l'installation des comités de base et autres du parti au pouvoir, et pour la majeure partie, tiennent politiquement les différentes régions où le prince espère avoir un maximum d'électeurs dans les jours à venir. Merci. Majesté Ndondo Patrick, qu'est-ce qui explique le fait que la révocation devrait se faire de manière tout à fait naturelle? Je veux dire que une fois les 9 années dépassées, il ne devrait plus y avoir de complications quelconques pour qu'un directeur général remette son tablier, comme ça a été le cas par exemple avec le cas Jean-Pierre Kédi, le directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné mettre des mesures coercitives pour contraindre ces directeurs généraux-là à déposer le tablier et aussi appliquer les mesures également? Parce que la loi existe, mais aujourd'hui, on a un peu l'impression que l'on convoque la Constitution, l'article 8 de la Constitution notamment, pour justifier le pouvoir du président de la République, le pouvoir de nomination du président de la République sur ces personnalités. Bon, avant de répondre, je voulais quand même revenir sur certaines petites choses qui ont été dites tout à l'heure. D'abord, je crois que c'est le docteur Nka qui a parlé des dispositions anticonstitutionnelles que je ne vois pas clairement dans cette loi de 2017. Ensuite, mon voisin M. Binzi parle que le Cameroun est un gâteau national. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait d'une très bonne administration. Si le secrétaire général de la présidence, qui est considéré comme un membre du gouvernement, mais il faut savoir qu'il y a un chef de gouvernement. Oui. Le chef de gouvernement, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, chef de gouvernement. Oui. Et la loi le dit clairement. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas chercher, n'est-ce pas, à créer un conflit entre le chef de gouvernement et le secrétaire général de la présidence. Ce conflit n'a pas sa raison d'être. La lettre du secrétaire général de la présidence visait beaucoup plus à une bonne administration, n'est-ce pas, des sociétés d'État. Parce qu'il faut le dire, il faut savoir que... Une bonne administration avec les mandataires sociaux dont le mandat est échu. Oui, une bonne administration. C'est en violation de la loi aussi. Une bonne administration en ce sens que il y a un principe général de droit qui parle, n'est-ce pas, de la continuité du service public. Il y a, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une administration, ce qui prime, c'est la continuité du service public. Bien sûr. Et
lorsque le secrétaire général intervient, c'est beaucoup plus pour ne pas que de manière non ordonnée et de manière désordonnée, n'est-ce pas, les responsables qui sont à la fin de leur mandat puissent effectivement quitter leur navire sans se référer, n'est-ce pas, au pouvoir présidentiel qui, l'article 8 de la Constitution le dit, le président de la République a le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. Là, nous sommes d'accord. Voilà. Il peut vous nommer quand il veut et il peut vous enlever quand il veut. C'est-à-dire qu'il peut vous nommer le matin et le soir, il vous enlève selon, n'est-ce pas, les circonstances qu'il exige. Donc, de ce côté, il n'y a effectivement pas de problème. Et c'est pourquoi Pianka parlait, je vous relance, c'est la raison pour laquelle Pianka a parlé tout à l'heure d'inconstitutionnalité de la loi. Puisque la loi prévoit, 2017. Bien sûr, les lois de 2017 qui prévoient que le mandat ne peut excéder 9 ans. Et aujourd'hui, on a le président de la République, on évoque directement l'article 8 qui... Oui, il peut effectivement vous nommer quand il veut et il peut, n'est-ce pas, vous enlever quand il veut. Donc il y a une Cette loi n'est pas contraire au fait que les dispositions, n'est-ce pas, de la loi de 2017 disent que... Sauf que la loi de 2017 fixe les limites. Même si elle fixe les limites, c'est le pouvoir présidentiel, effectivement, qui l'impose. C'est les dispositions constitutionnelles, n'est-ce pas, qui l'imposent. D'accord. Merci. Arnaud Parfait Manga Kédé, sur l'inconstitutionnalité de la loi, des lois de 2017 portant statut général des entreprises et des établissements publics. Pianka parlait tout à l'heure de la nécessité de saisir le Conseil constitutionnel, par exemple. Est-ce que vous percevez le problème de la même manière? Bon, effectivement, ce que je vais dire d'entrée, c'est que je suis très mal à l'aise d'apporter ce débat parce que il ne s'agit pas d'une question essentielle pour les auditeurs, pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Nous analysons là les mécanismes juridiques, juridictionnels, constitutionnels de la loi fixant l'organisation des directions générales et des présidents du conseil d'administration. Je suis mal à l'aise parce que, vous voyez, il y a tout un cafouillage juridique, une ambiguïté juridique, un désordre juridique. Vous voyez le secrétaire général à la présidence de la République qui, à travers cette note, donne quasiment la méthode à conduire au Premier ministre. Et il se fonde sur des textes. Parce qu'il faut le dire à nos téléspectateurs. Ce sont les prescriptions du président de la République aussi. On a la loi portant organigramme et attribution des ministres dit que un secrétaire général à la présidence de la République, le président peut peut l'adjoindre certaines tâches, y compris au-dessus de celles du Premier ministre. Ça veut dire qu'il se sent en capacité d'hyper-pouvoir. C'est des faits. Donc le secrétaire général à la présidence, c'est un demi-dieu. La preuve, lorsqu'il y a conseil de cabinet, le secrétaire général du service du Premier ministre prend le rapport. On remet le rapport où? À la présidence de la République. Vous vous rendez compte? Ça prouve que dans ce pays, on peut dire que le Premier ministre est le premier des ministres, mais le secrétaire général de la République, c'est véritablement le premier des ministres. Non, je crois qu'il y a S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Il y a un problème. Je ne vous ai pas interrompu. Majesté, je vous en prie, permettez. Continuons cette démonstration. Je prouve là que... Vous donnerez l'occasion de réagir. Le problème de la conflictualité légale, ou bien le problème sur la constitutionnalité se pose parce que, vous l'avez si bien dit, la loi, la Constitution, la loi suprême, fixe la méthodologie dans la gestion managériale des directions générales. 9 ans exceptionnellement. Systématiquement dans ce pays, vous avez le directeur de la Sénamé qui est là depuis 44 ans.
le directeur du Fonds national de l'emploi qui est là depuis 27 ans, le président de la République, alors que la loi qui vient compléter, c'est la loi de 2017, Oui. 3 ans renouvelables 2 fois, le président lui-même ne respecte pas cette loi. Il devait systématiquement, lui, l'autorité qui a donné mandat à des personnes pour être des directeurs généraux, systématiquement les relever. Il y a donc une bataille entre deux institutions. Une qui pense que c'est elle qui est quasiment celle qui dirige le Cameroun, c'est-à-dire le secrétaire général de la présidence à l'heure actuelle se prend pour le président de la République. C'est ce qu'il dit. Et il y a aussi le Premier ministre qui estime qu'il y a cafouillage et qui demande à ce que les conseils d'administration, du moins en ce qui concerne les prérogatives qu'elles ont, ces conseils d'initier au changement des directions générales. Ça fait donc à ce que, pour parler de Pour manière, les entreprises publiques, bien sûr. pour parler de manière simple à nos téléspectateurs, c'est une bataille des réseaux. D'accord. Le Cameroun n'est pas un gâteau national. Non, je voulais Mais c'est un gâteau. D'accord. Mais c'est un gâteau de réseau. Permettez. Mais c'est un gâteau de réseau. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une bataille immense pour les nominations, pour contrôler des fonctions. Oui. Et cela s'illustre comment? J'aime parler des faits. Et vous terminez par Vous là. avez M. Charles Motou. M. Charles Motouka dit, c'est archivé, qu'il a payé, il a acheté sa fonction de directeur général de la SONARA à 300 millions à un monsieur secrétaire général à la présidence. Ça veut dire que dans ce pays, vous voyez comment on fait du marchandage, Merci. de la businessisation pour être nommé. Nous disons simplement, nous au sein du MS, c'est que tous ces désordres justifient le fait que le Cameroun soit en retard. Le système pour se maintenir en place ne promeut pas l'efficacité, la performance. Un cahier de charges clair avec compétitivité qu'on impose aux directions générales. Mais on promeut les réseaux, les petits copains, les coquins, pour que ce système se maintienne en place. Merci. Merci. Réaction, Majesté Ondondo. Oui, ce que dit le représentant d'un président Il autoproclamé s'appelle là, Arnaud Parfait Manga Kédé. c'est complètement faux. Le président élu. Ce président autoproclamé ne dit pas et n'a pas du tout, n'est-ce pas, orienté ses militants dans la voie, n'est-ce pas, de la construction du pays. Là, on parle des entreprises publiques. Et Les entreprises, il faut voir dans quel esprit ont été faites les lois, n'est-ce pas, sur ces entreprises. Dites-nous. La loi de 2017, Oui. les décrets d'application, n'est-ce pas, de 2019. 2019. En réalité, ce que les gouvernants ont cherché ici, c'était beaucoup plus, n'est-ce pas, la performance. C'est beaucoup plus par souci de rentabilité, par souci de performance. Et elle est atteinte, cette performance, selon vous? Nous ne vivons pas dans le même pays. Pardon? Nous ne Non, vivons pas dans le c'est même un pays. souci de la recherche de la D'accord. rentabilité, D'accord. de la recherche de la performance. Merci. Parce que Allez-y. vous vous souvenez, lorsque nous avons vécu une crise ici dans les années 90, il y a eu beaucoup d'entreprises d'État qui ont mis, n'est-ce pas, la clé sous le paillasson. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été liquidées. Et puis, le renouveau entrepreneurial ou le renouveau, n'est-ce pas, des entreprises, on a vu qu'il était important, effectivement, de créer, n'est-ce pas, des textes Oui. pour que ces entreprises soient effectivement performantes. Merci. Ce n'est que dans ce souci-là que les lois ont été mises sur pied. Mais il faut relever deux petites choses. La Oui. première chose, c'est que il n'y a pas de problème. C'est les gens qui veulent absolument qu'il y ait, n'est-ce pas, une tempête. C'est une tempête dans Vous un l'avez verre dit, d'eau. vous ne percevez pas Il n'y a pas de d'inconstitutionnalité. Pardon? Vous l'avez dit, vous ne percevez pas d'inconstitutionnalité des lois. Non seulement ça, non Oui. seulement il n'y a pas de problème d'inconstitutionnalité des lois, D'accord. mais en plus, dans le fonctionnement même des entreprises, la loi est effectivement claire. D'accord. Il y a des conseils d'administration qui ont pour vocation ou qui ont pour attribution faire, n'est-ce pas, une sorte de sanction et de contrôle interne. Oui. Au-delà, n'est-ce pas, de ces conseils effectivement d'administration, il y a les ministères de tutelle. Les ministères de tutelle dans lesquels sont logées les différentes entreprises Oui. ont pour vocation effectivement un contrôle beaucoup plus a posteriori. Et lorsque le secrétaire général écrit, c'est pour effectivement pour rappeler,
pour tempérer les ardeurs, n'est-ce pas, des différents chefs de département ministériels, d'attendre, n'est-ce pas, les directives présidentielles, d'attendre, n'est-ce pas, que le pouvoir du président, que le président de la République puisse nommer et ne pas laisser qu'il y ait des désordres, n'est-ce pas, dans les entreprises. Merci, c'était juste une réaction. Merci, Pierre K. Et puis la dernière chose, je veux dire, la dernière chose, c'est que lorsque seront nommés les nouveaux responsables à ces différents postes de responsabilité, il y aura ce qu'on appelle la coupure de gestion. La coupure de gestion va se faire à partir du moment où les nouveaux nommés vont entrer en fonction. Alors, donc il n'y a pas de problème de Pierre, est-ce qu'il ne faut pas voir en cette prorogation, on va le dire ainsi, contenu dans cette correspondance du secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, une manière d'éviter une forme de tsunami à la tête de ces entreprises publiques-là? Peut-être, comme le disait Majesté, on a juste besoin d'un peu de temps. Question de les faire sortir un à un ou deux par deux, à l'effet d'effectuer des nominations de manière successive. Je retiens le mot tsunami parce qu'il est important. Oui. En réalité, il faut questionner l'opportunité de l'aide du secrétaire général de la présidence de la République. Le fonctionnement normal de l'entreprise place la tutelle technique, le ministère de tutelle, au cœur de la désignation ou bien de la remontée de l'information au niveau de la présidence de la République pour dire tel PCA et tel ministre, ça va pour lui, il faut nommer une autre personne. Oui. Ça, plusieurs ministres l'ont fait. Le cas Kedi est illustrateur. D'autres ont leurs lettres en back-office et n'ont pas encore fuité, mais vous entendrez certainement avec les lettres là, c'était pour venir stopper ça parce que ça allait faire toute une cacophonie. Voilà. Il a été remplacé, mais je vais vous dire autre chose qui justifie cette décision, c'est qu'un comptable a refusé de payer un DG. Vous imaginez ça? Dans une administration, le comptable qui est responsable de la régularité des actes qu'il prend au niveau financier décide de ne plus donner l'argent à un DG. Le DG s'en est plein. Je ne donne pas de nom, mais c'est de ça qu'il est question. Comment un DG peut rester à la tête d'une administration lorsqu'on dit que 9 ans après, ses actes sont nuls et de nuls effets? Donc naturellement, le comptable lui dit: monsieur, vous n'avez droit à rien. Voilà. Et l'État, eux-mêmes savent. Il y a des fins limiers autour du président. Le comptable n'a pas fait une bonne lecture, monsieur. Les dispositions de la loi. Non, le comptable a fait une bonne lecture parce que lorsqu'on dit... Parce que la loi, le décret d'application précise la responsabilité personnelle. Laissez-moi donc aller. Voilà. Laissez les gens à un moment donné expliquer. Lorsqu'il dit tout acte pris par le DG hors la loi, ces actes sont nuls et de nul effet, ça a un effet immédiat sur sa responsabilité juridique. Voilà. C'est pourquoi le 14 août, la première lettre, le 13 août, va au SG du Premier ministre. La lettre du 14 s'adresse au Conseil supérieur de l'État qui a mission dans les établissements publics et administratifs. Oui. Il faut rester dans le cadre de quête de performance. La quête de performance nous est plus ou moins imposée par les bailleurs de fonds, Banque mondiale, FMI. Vous savez, nous sommes encore sous programme. Donc, il faut vérifier la régularité. Maintenant, le secrétaire général de la présidence de la République protège ces DG en disant: faites ce que vous faites. J'ai instruit au contrôle supérieur de l'État de ne pas voir vos actions dès l'extinction de votre mandat de 9 ans. En réalité, si cet acte pris par le secrétaire général des services de la présidence de la République est appliqué tel qu'on le fait depuis un bon bout, il faut que l'équipe de Clément Atangana se mette à l'œuvre, que ces constitutionnalistes qui sont là-bas, qui pendant l'année hors électorale ont un salaire, qu'ils agissent. Parce qu'il faut le dire, et le professeur, le recteur Magloire l'a si bien dit, il y a deux personnes plus ou moins qui interprètent les lois au Cameroun. Le président de la République, dans une approche, c'est pourquoi l'approche de M. Bindi est importante, l'approche politique, a interprété en politicien la loi. Et il a utilisé le paravent de la Constitution qui est supérieur à la loi. Maintenant, il faut, pour que cette loi et que l'efficacité tant recherchée pour la gestion de nos administrations publiques soit manifeste, il faut que le Conseil constitutionnel craigne, quitte à réécrire cette loi. Ce qui signifie aussi que notre administration a un problème. Vous savez un peu le processus de rédaction, je termine par là, de rédaction d'une loi. Il y a un comité restreint. Le comité restreint envoie aux ministres concernés. Les ministres concernés, généralement les finances et le ministre de tutelle, relisent. On envoie au service
du Premier ministre, on relit, avant, on envoie au Conseil constitutionnel. Oh, les lois datent de 2017. Oui. Le Conseil constitutionnel est mis quand? 2014. Mais non, le Conseil constitutionnel existe depuis 2004, mais il n'est pas fonctionnel. Voilà. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça montre que si on peut interroger l'ensemble des lois qui existent au Cameroun, Oui. on va trouver ce genre d'irrégularité. Le Conseil constitutionnel étant là depuis 2018, il est de bon ton qui se saisissent de cette affaire et justifie Effectivement. les avantages et les voulez prérogatives. juste ajouter quelque chose. Non, juste s'il vous plaît. Allez-y. Je veux seulement dire que il faut que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Oui. Et j'apprécie l'analyse qui a été faite. La hiérarchie des normes juridiques. Une instruction, fût-elle du président de la République, n'est pas au-dessus de la loi. Absolument. Il faut le dire. Parce que des gens magnifient le fait que le président ait donné une instruction. Une instruction n'est pas au-dessus du président. Alors, dans la hiérarchie des textes, Et pour le cas la d'espèce, je ne vous Constitution, coupe pas. là, Pour je vous prends au mot Oui, oui. pour reprendre les mots du professeur Magloire Ondoa. La Constitution est au-dessus, est la norme la suprême. norme suprême, bien sûr, de ces lois. Suivi des traités, c'est-à-dire lorsque on ratifie un traité, elle s'intègre dans la Constitution, des conventions internationales. Bien sûr. Et après, c'est suivi de la loi. Oui. La loi donc est au-dessus des instructions, des décrets, dessus des instructions, des arrêtés. Oui. Ça fait que on est dans un faux débat. Il apparaît clairement que le président illégitime est fatigué. C'est de ça qu'il s'agit, ne riez pas. Ce que je dis est sérieux. S'il n'était pas fatigué, c'est que systématiquement, tous ces directeurs généraux qui ont dépassé le cadre légal, 9 ans, il les remplaçait De systématiquement. manière systématique, oui. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous décrions ce modèle jacobiniste, c'est-à-dire centralisateur de l'État du Cameroun. Tout est centralisé à la présidence de la République. Tout. Et c'est pour cela que le secrétaire général à la présidence, à tort ou à raison, se prend pour un dieu. Parce que tout lui est soumis avant d'être déposé sur la table du président de la République. Regardez l'histoire de l'organisation de la CAN. Directement, il était celui qui organisait la CAN. Et on parlait de 1500 milliards problématiques. D'accord. Dans cette logique, sur la constitutionnalité de ces textes, ce que Oui. je vais dire, c'est que vous voyez que le régime, pour se maintenir au pouvoir, a vidé la substance de toutes les institutions. C'est le travail du Conseil constitutionnel arbitrer D'accord. des conflits entre les institutions. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci. Pour Vous terminer, savez- vraiment, pour terminer, Arnaud Manga. J'illustre avec... Arnaud Manga, pour D'abord, terminer. il dit des choses Madame qui ne sont Présidente, pas Je vraies. termine parce que... Majesté, je vous en prie. Permettez qu'il termine. Allez-y. Laissons même ce conflit Chuter. de prééminence. Prenons le cas d'une institution comme la communauté urbaine. La communauté urbaine est une hérésie. De la- On saute du coq à on- l'âne. on- Je est montre plus dans ce sujet-là. que c'est une institution qui n'a véritablement pas de fondement légal Non, on est Voilà. plus en dans matière de ce décentralisation, mais qui existe. D'accord, plus dans- merci. Si le Conseil constitutionnel fonctionnait normalement, Oui. c'est que ce Conseil statuait sur un certain nombre de lois anticonstitutionnelles. D'accord, merci. Merci, merci. Bon. Émile Binzi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'illégalité perdure encore pendant longtemps, ou alors les directeurs généraux par eux-mêmes vont faire comme celui de l'Arcel, c'est-à-dire déposer leur lettre de démission? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour faire respecter ces lois? Bien. Il faut savoir comment fonctionne le système. C'est un système clientéliste. C'est un système qui a des allures communautaristes. Et c'est un système qui fonctionne sur la logique des réseaux. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés si longtemps? Je l'ai dit, parce qu'ils représentent quelque chose sur le plan politique. Et d'une manière ou d'une autre, il n'est pas possible de se défaire d'eux maintenant, parce que justement, il sera difficile pour le prince de reconstituer la même équipe. Or, nous avons des échéances électorales. D'accord. Il est donc dans une posture où il a le choix entre, d'un côté, l'efficacité politique et de l'autre côté, le respect de l'état de droit. Parce que l'état de droit, c'est le respect de ses propres normes. Ouais. Maintenant,
il y a des choses qui sont dites. La question de la constitutionnalité, non, c'est le professeur Magloire Ondoa qui convoque la question de la constitutionnalité. Il ne s'agit pas... Premier. Oui, d'accord. Non, accorder la prééminence au recteur. Bon, d'accord, d'accord. Il ne s'agit en réalité pas véritablement d'un problème de constitutionnalité. Il s'agit d'un problème de lacune. Il s'agit d'un problème de lacune législative. Et là, qui relie C'est le le Conseil constitutionnel. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Permettez, Il s'agit d'un problème de lacune législative. Lorsqu'on parle d'un problème d'inconstitutionnalité, il faut déterminer même déjà de quelle inconstitutionnalité il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une inconstitutionnalité substantielle? Est-ce qu'il s'agit d'une inconstitutionnalité procédurale? Est-ce qu'il s'agit d'une inconstitutionnalité formelle? De quelle inconstitutionnalité il s'agit? L'auteur de la question, l'auteur de la phrase ne le dit pas, ou l'auteur du mot ne le dit pas. Première des choses. Deuxième des choses, donc maintenant, la vocation d'une loi, la Constitution, c'est justement de présenter les maximes générales et de présenter les grands principes qui, eux, seront féconds. La vocation d'une loi comme la Constitution, ce n'est pas de rentrer dans les détails. Oui. Cette loi peut donc être accompagnée par d'autres lois de programmation, d'habilitation et ainsi de suite. Ce sont donc ces lois qui présentent les détails. Oui. C'est la raison pour laquelle la loi de 2017 vient compléter la Constitution. D'accord. Le degré de complétude et de commensurabilité est donc questionnable. C'est des questions que nous attendions d'un professeur agrégé qui n'ont pas été posées. Lorsque tous ceux qui étudient le droit, ils savent que lorsque la loi est claire, il faut la suivre. Lorsqu'elle est obscure, il faut s'en référer à la doctrine. Il faut s'en référer à la jurisprudence. Il faut s'en référer à la pratique. Il faut s'en référer aux usages. À partir de ce moment, il se pose un problème de vide dans la loi s'agissant pratiquement des situations de DG en poste au-delà de 9 ans. La loi est muette sur la question. C'est le Conseil constitutionnel. Maintenant, Le juge constitutionnel a le pouvoir. Monsieur Bindi, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Je veux encore vous rappeler que nous n'avons pas une cour constitutionnelle, nous avons un conseil constitutionnel. Terminé, monsieur Bindi. Ce n'est pas ce qui avait été demandé. Monsieur Bindi, lors de la terminé, traite. je vous en prie. Donc, je Terminé, reviendrai terminé. pour vous dire Oui. que lorsqu'il y a des lacunes législatives, Oui. et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une panacée. Oui. La panacée, je vous l'ai dit, va jusqu'aux usages. Quels sont donc les usages? Et c'est la raison pour laquelle le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, a écrit cette correspondance. Il demande au Premier ministre de se fier aux usages. Les usages, c'est quoi? C'est qu'il faut attendre que le président de la République... Voilà. Non. Pourquoi? Merci. Maintenant. Pourquoi? Merci. Parce que Non. c'est la Constitution qui le Pierre dit. Parce que c'est la Constitution qui le dit. Maintenant, Oui. arrivé à ce niveau, il faut donc comprendre que lorsqu'on dit qu'il faut attendre que le président de la République nomme, Oui. ce ne sont des choses qui ne sont pas acceptables. Puisque en ce moment, nous nous situons dans une violation de l'état de droit. Il y a une différence entre Monsieur Bindi, l'application... lorsqu'il y a violation de l'état de droit, qui intervient? Mais naturellement... Le Conseil constitutionnel Le qui Conseil- se penche sur cette question. Le Conseil- Et vide le Ça dossier dépend au fond. des dispositions Attendez, qui ont été violées. ne courez pas rapidement au Conseil ça constitutionnel. dépend des S'il y a des dispositions qui ont été vides... Il n'y a pas plus de deux interprètes S'il y a dans un des pays. vides- Le premier, c'est Monsieur accessoirement Bindi, le je vous en président prie. de la République. Terminé. Le deuxième, c'est le Oui. Conseil Sur cette constitutionnel. Je question, dis on ne ceci, va pas passer nous toute ne la sommes pas soirée. dans l'interprétation du texte. Oui. C'est Je de vous ça dis qu'il est bien question. que C'est ça qui est la je question. vous dis bien qu'il y a une question de lacune législative. Et lorsqu'il y a une question de lacune législative, Qui la doit lacune inter- législative qui se devrait règle intervenir à ce d'une niveau? certaine manière. Bon, monsieur Bindi. Les praticiens du droit savent que lorsque la loi est obscure sur un certain nombre de questions, Oui. on se réfère, il y a quatre manières de procéder. Oui. Soit on se réfère à la doctrine, soit on se réfère à la jurisprudence, qui a peut-être consolidé un certain nombre de choses, soit on se réfère aux pratiques, soit on se réfère aux usages. Ça, Le c'est le Conseil problème donc constitutionnel en qui la l'utilise. matière, c'est que les usages ne sont pas bons. Merci. Et malheureusement, les usages vont à l'encontre Merci. de l'état de droit. Majesté Andoro Patrick, vous avez Oui, la oui, parole. Il ne s'agit pas effectivement de s'étendre, de faire une sorte de cours, de philosophie juridique comme le faisait M. Bindi. C'est pas de ça qu'il est question. Allez-y, dites-nous. Il faut se poser des questions essentielles. Oui. Est-ce que oui ou non, les dispositions constitutionnelles ont été violées? Non. Non. Alors,
De quel conseil constitutionnel parle-t-on? D'accord, merci. Alors, donc, ce que je voulais dire, vous aurez l'occasion de réagir. Allez-y. À l'intention du représentant du MRC Basse. MRC Basse. Oui, MRC Basse. Donc, il faut savoir effectivement que les élections présidentielles sont terminées. C'est clôturé. D'accord, on ne parle pas d'élection présidentielle. Voilà, merci. D'accord, on ne parle pas d'élection présidentielle ce soir. Pierre K, j'ai là le journal, le quotidien de l'économie. Nos téléspectateurs peuvent le voir. Et cet article, il est de vous. Les sociétés d'État, le cas des sociétés d'État interpelle le Conseil constitutionnel. C'est bien dit. Il faut être clair là-dessus. Lorsque j'entends mon ami Bindi élaborer, c'est qu'il élabore tellement bien et refuse de donner l'institution républicaine qui doit régler ces cas. Lui-même, il finit en disant, les usages nous ont montré qu'au Cameroun, on fait plus de 9 ans. Or, il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas faire plus de 9 ans. C'est donc un problème d'effectivité de la norme. Oui, c'est un problème d'effectivité de la norme. Et la seule autorité capable de venir dire à la fois et imposer au président de la République d'appliquer les lois de 2017, je suis désolé de le dire, c'est le Conseil constitutionnel, des hommes qui l'a nommé pour faire ce job. Le Conseil constitutionnel, il faut que les Camerounais s'y habituent. Ce n'est pas seulement de venir pendant la période électorale. La proclamation pendant toute l'année, il y a une administration, il y a un budget que ces messieurs reçoivent, budget et avantages de toute nature prévus par la réglementation. Il faut dire que la maison du président du Conseil constitutionnel, ce sont les fonds publics. Il est logé par l'État. Donc c'est une institution phare qui doit travailler pour que le vide juridique là nous permette d'être dans la sécurité juridique. 30 secondes, vraiment 30 secondes, on passe au deuxième sujet à l'ordre du jour. Trois attributions du Conseil constitutionnel. Très rapidement. Le Conseil constitutionnel statue sur les problèmes de constitutionnalité des lois. Il faut le dire. Ensuite, comme la loi qui pose problème, la loi sur le terrorisme qui est utilisée contre les opposants qui sont matraqués actuellement. Non, là on parle d'entreprise. Il y a ensuite le problème d'arbitrage entre les institutions. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dans tous les pays, dans tous les pays au monde, il y a des conflits entre les institutions. C'est-à-dire que c'est un problème d'arbitrage. C'est-à-dire qui a prééminence, qui respecte la loi. Mais vous voyez, je décris cette culture et cette sacralisation du centralisme administratif. Merci. Tout, c'est la présidence. Merci. Alors que pour des simples questions où les Camerounais ont besoin d'efficacité, les Camerounais sont délaissés à eux-mêmes. Monsieur le représentant du RDPC nous a dit que cette logique suit la performance. Je vais lui poser une simple question. Non, vous ne posez pas de questions. Où est bâtie l'énergie électrique? D'accord, merci. Merci à vous. Le directeur Arnaud Manga, ce sera le dernier mot sur ce sujet. Majesté, je vous en prie. On doit bien passer à autre chose. Effectivement. On a notre sujet à l'ordre du jour. L'énergie électrique dont il parle est en train d'être rétabli. Je demande à la réalisation de nous envoyer l'énergie électrique dont il parle une transition et on se retrouve derrière pour le deuxième sujet. Transition, s'il vous plaît. Depuis l'annonce de la condamnation de Sissoko Ayok Tabé et 9 autres de ses généraux, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont devenues un théâtre où règne véritablement la terreur après ces menaces perpétrées par les activistes séparatistes sur le terrain qui ont donc imposé 3 semaines pleines de villes mortes aux populations, obligeant celles-ci à fuir leur environnement de base pour venir se retrouver dans d'autres régions du Cameroun. Ce soir, la question du retour effectif des classes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest nous interpelle et on en parle justement. Je commence par vous, très cher Émile Bindi. Quand vous observez l'environnement socio-politique actuel, est-ce que vous avez l'impression que la rentrée scolaire qui se tiendra sur l'étendue du territoire national dans 5 jours précisément pourra se tenir également dans les 2 régions anglophones du Cameroun? Bien, au-delà des communiqués qui se multiplient, au-delà des appels qu'on observe venant de toute la classe politique, il est difficile de penser que la rentrée sera effective sur l'étendue du territoire national, y compris dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
Plusieurs éléments me permettent de l'affirmer parce que lorsque vous regardez sur le plan militaire, il a été dit que d'une certaine manière, les forces de défense ont réussi à contenir les sécessionnistes et que la vie avait repris son cours dans ces régions. Malheureusement, il y a de cela quelques jours, des coups de feu ont été entendus. Au lendemain de la condamnation d'Ayoub Tabé. Au lendemain de la condamnation d'Ayoub Tabé. Oui. Il va sans dire que ce ne sont pas les fonctionnaires, ce ne sont pas les fonctionnaires de l'administration territoriale ou les forces de l'ordre qui vont rejoindre les salles de classe. Ce sont des populations, ce sont des enfants qui vont rejoindre en majeure partie les salles de classe et leurs parents, au regard de ces coups de feu qui ont été tirés, ne sont pas tout à fait sûrs que la sécurité de leurs enfants, n'est-ce pas, est garantie face à cela. Deuxièmement, il y a la question comment je peux appeler ça, la question de la démographie même de ceux-là qui doivent rentrer dans les salles de classe et qui pour la majeure partie sont déplacés, les uns au sud, les autres au nord, les autres à l'ouest, les autres au centre et un peu partout. Selon l'UNICEF, c'est 600 000 enfants. Tout à fait. Oui. Le retour de ces enfants vers les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas encore effectif. En tout cas, nous n'avons pas vu de mouvement allant dans le sens inverse. Oui. Et il va donc sans dire qu'à partir de ce moment, on se pose la question de savoir quels sont véritablement les enfants qui vont rentrer à l'école dans quelques jours, ceux d'autant plus qui se retrouvent pour la majeure partie à l'ouest, au centre, au sud et dans toutes les autres régions du Cameroun. Merci. Anno Manga, avec vous, j'aimerais évoquer le cas de la condamnation à perpétuité et une amende de 250 milliards de francs CFA d'Ayoub Tabé et 9 autres de ses généraux. Les avocats de la défense ont notamment récusé la compétence du tribunal militaire à statuer sur des questions civiles. Quelle est la position du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur cette condamnation du leader séparatiste? Mais c'est de cela que nous subissons sur le plan politique, c'est-à-dire que pour nos téléspectateurs, le tribunal militaire est une institution, est une juridiction spécialisée, particulière, où les juges militaires ne sont pas dans les promotions administratives et carriéristes que les juges judiciaires, c'est-à-dire les juges du siège ou du parquet, vous voyez, ils sont systématiquement nommés par le président de la République, qui est le ministre de la Défense, et sous la conduite aussi du ministre délégué à la Défense. Donc le vrai patron du tribunal militaire, c'est le président de la République, y compris le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense. Ça veut dire que ils ont une compétence. Effectivement, la loi le précise. Il y a une convention, la convention, je crois, de Niamey, qui interdit aux tribunaux militaires de juger les civils. Une convention que le Cameroun a ratifiée. Il y a même un arrêt, je crois, de 1963. Vous voyez que le fait que le MSC soit sur la scène politique, beaucoup de Camerounais sont cultivés. Il y a donc un arrêt qui fait à ce que, qui interdit à ce qu'on doit juger un civil au tribunal militaire. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit systématiquement 200 personnes être placées en détention provisoire. On ne parle pas du cas de merci ce soir. Oui, j'explique, c'est le même cas pour M. Ayoub Tabé qui a été kidnappé, il faut le dire, au Nigeria, déporté à Yaoundé. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, pour ceux qui commettent des exactions à Bamenda, à Douala, des tribunaux militaires là-bas, en quoi le tribunal militaire de Yaoundé a une compétence nationale? Alors, est-ce que cela aurait eu un impact sur la condamnation? La juridiction qu'il soit jugé à Bamenda ou à Yaoundé, le verdict aurait été le même. L'analyse est éminemment politique. La condamnation de M. Ayoub Tabé est éminemment politique. Toutefois,
Ce que je veux dire, représentant le MS, c'est que aucun Camerounais ne peut accepter la sécession. Aucun. On ne peut pas accepter qu'on divise le Cameroun. C'est pour cela que nous pensons que des tribunaux civils pouvaient s'occuper de ces cas. Oui. Ce que nous voulons aussi dire à ce sujet, c'est que la force du droit, la force de l'âme ne va pas résoudre cette crise. La preuve, c'est que le Cameroun est en crise hyper humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où vous avez le transport de Bamenda vers Bafoussam qui a triplé. Tout le monde déguerpit, fuit cette zone. Parce que les sécessionnistes ont donné un mot d'ordre. Ce n'est pas pour faire leur promotion. Ils ont dit que après cette condamnation de M. Ayoub Tabé, ces deux régions vont vivre l'enfer. Et monsieur, j'attire l'attention de l'opinion publique. Pour terminer. Lorsque la maison du voisin brûle, ne pensons jamais que ça n'arrivera chez nous. Merci. Lorsque je le dis, c'est pour dire que le fait que toutes les populations fuient les zones du nord-ouest et du sud-ouest, ça pourra arriver à Yaoundé. Comme certains pensent que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Merci. Là, cette condamnation n'est pas la solution. D'accord. N'est pas la solution. On y reviendra. Majesté Ndondo, avec vous, je voudrais qu'on revienne sur ce communiqué, du moins ce tweet du ministre de la Communication, parlant en tant que porte-parole du gouvernement, qui affirme que le gouvernement prend justement acte de cette décision de la justice camerounaise, une justice souveraine et indépendante. Quel est le message que le gouvernement camerounais veut passer à travers l'approbation d'une telle décision? Non, tout d'abord, je vais quand même revenir effectivement sur ce que disait M. Binzé tout à l'heure, le représentant de l'univers, disant qu'il a des doutes quant au début des classes dans la partie nord-sud. Vous n'avez pas de doute? Vous n'avez pas de doute, vous? Non, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute en ce sens que il faut savoir que toutes les dispositions, les ministres hier étaient en train de le dire. Bien sûr, toutes les dispositions sont en train d'être prises, n'est-ce pas, pour que l'école puisse débuter partout dans le Cameroun, aussi bien, n'est-ce pas, dans le nord-ouest que dans le sud-ouest. Car cela dit, nous sommes à la fin des vacances. Oui. Lorsqu'il y a un mouvement de population, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent voyager. Bon, c'est possible aussi qu'il y ait eu des gens qui... Donc d'après vous, cet attroupement n'est pas dû aux menaces non, c'est possible qu'il y ait certains qui ont senti, effectivement, qui se sont sentis menacés. Mais il faut rassurer les Camerounais, il faut rassurer les Camerounais de cette partie du pays que non seulement les dispositions sont en train d'être prises pour que l'école puisse démarrer dans de bonnes conditions, mais vous savez que depuis quelque temps, on est en train de travailler effectivement pour le dialogue. Donc ça veut dire que le dialogue se tiendra avant la rentrée scolaire ou après? Non, le dialogue n'a pas un effet, un impact direct sur la rentrée. Le dialogue va se tenir, n'est-ce pas, en son temps. Le dialogue signifie... Le dialogue va se tenir effectivement en son temps. Et il faut que vous qui êtes des médias, il faut effectivement faire la sensibilisation des Camerounais pour que les Camerounais puissent retrouver, n'est-ce pas, les chemins de l'école, surtout dans cette partie du pays. Il ne faut pas favoriser l'opposition frustrée qui, n'est-ce pas, qui aimerait que les enfants, les Camerounais, n'aillent pas à l'école. Il faut plutôt encourager les enfants à aller à l'école. D'accord, on vous a compris. Se passe bien. Merci. Pierre K, quelles peuvent être les implications juridiques et même politiques d'une telle sanction pénale au regard de la crise sécuritaire qui bat son plein depuis 3 ans dans les régions du nord et du sud-est? Oui, s'il vous plaît, vous l'avez peut-être interpellé, mais je voulais dire une dernière chose. Et c'est là où, parce que vous m'avez interpellé sur ça, lorsque le ministre Sadi parle effectivement de la justice, que le Cameroun a pris acte, oui, la justice au Cameroun est indépendante. La justice au Cameroun est indépendante en ce sens que lorsque le juge prend la décision, c'est au nom du peuple camerounais. Vous comprenez? Et tout à l'heure, le représentant...
Il s'est autoproclamé président. Est-ce que c'est pour cela qu'il a été interpellé? Vous avez utilisé l'insurrection. Je vous en prie, Arnaud Manga. Effectivement, autoproclamé. Non, on ne parle pas du MRC ce soir. Oui. D'accord, bon. Arnaud Manga, je vous en prie. D'accord. Donc, vous comprenez que sur le caractère indépendant et souverain, la législation camerounaise a désigné, n'est-ce pas, le tribunal militaire pour traiter des affaires qui se rapportent effectivement à l'insurrection, au terrorisme. Merci. Alors, que vous soyez civil ou pas, Manga, je vous en prie. Que vous soyez civil ou militaire, à partir du moment où vous prenez les armes, la loi est claire. Maurice Kamto a pris que vous soyez. Est-ce que Maurice Kamto on parle pas de Maurice Kamto ce soir. On parle d'abord, effectivement. On parle du cas de Maurice Kamto viendra après. On parle du cas des leaders séparatistes condamnés à vie par le tribunal militaire de Yaoundé. On parle d'abord, effectivement. Vous avez 10 secondes pour terminer, je vous en prie. Donc, ça veut dire que c'est à juste titre que la justice a eu à dire le droit. Mais c'est au nom du peuple camerounais. Merci. Donc ça veut dire que il n'y a pas de problème à ce niveau, comme le ministre l'a dit. On vous a compris. Nous avons effectivement pris acte. Pour le reste, on va bien voir. Alors Pierre, je vous ai posé la question. C'est vrai qu'on a été interrompu sur les implications juridiques et politiques d'une telle sanction pénale au regard de la crise sécuritaire qui bat son plein depuis bientôt 3 ans dans les régions anglophones du Cameroun. Oui, et Cédric, je prends l'opinion, les Camerounais à témoin, ils peuvent aller sur la page Twitter du président de la République, Paul Biya. Ils verront que pendant la période qui précédait la célébration du 20 mai, il y a eu une série d'études. Il y a l'un des études qui m'a beaucoup intéressé, c'était le pardon. Il demandait si on pouvait faire pardon et avancer, oublier. Et quand aujourd'hui je vois ce qui est arrivé, je me pose la question s'il y a une cohérence dans la gestion de l'État au Cameroun. Moi, je le dis à titre personnel, moi, conseiller du chef de l'État, je n'aurais pas fait condamner Ayoub Tabé avant la rentrée. Je n'aurais pas pris une décision. J'aurais cherché... a été condamné par la justice. Oui, par la justice. C'est-à-dire instrumentalisé. Pas du tout. Permettez. Nous sommes politiquement... Permettez, Arnaud Manga. Permettez. Terminez. Je dis bien, le cas Ayoub Tabé, c'est la justice qui intervient, mais c'est sur une question politique de cohésion nationale. Et à cohésion nationale, il faut utiliser toutes les cartes possibles. Voilà, je voulais juste... Permettez. Mais vous avez dit que ça... Non, attendez, je vous en prie. Vous avez dit, il n'y a pas de raison. Attendez que je vous dise quelque chose. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les gens prennent des armes, tuent et assassinent des civils comme des militaires. Au jour d'aujourd'hui, qu'on ne donne pas la responsabilité, qu'on ne puisse pas les juger. La justice, nous sommes dans un état de droit. Merci, on vous a compris. Dans un état de droit. Vous avez la parole. Et la justice doit juger toutes les infractions qui ont été commises. D'accord. Et c'est après cette décision. C'est après la sentence. C'est seulement après la sentence que certaines choses peuvent intervenir sur le plan politique. On vous a compris. Mais il faut d'abord que vous avez la parole. C'est ça que la justice soit respectée. Oui, ce que je veux dire, on appelle à la justice, on appelle aux gens qui ont tué. Je suis d'accord, je parle de cohésion. Parce que les gens qui ont détourné l'argent de ce pays, ce sont des génocidaires. Moi, je les appelle parce qu'ils ont privé une génération de Camerounais, des générations de Camerounais de bien-être. Aujourd'hui, on cherche de l'emploi, on cherche ceci. C'est les gens qui ont détourné l'argent de ce pays sont à même titre que moi, je peux les classer dans la même bande les terroristes. Les terroristes, parce que c'est du génocide qu'ils ont fait. Ça, c'était pour lui répondre. Maintenant, on est en train de les juger. Majesté, qui les juge? Majesté, permettez mais qui les arrête, c'est nous. Vous êtes une autorité traditionnelle. Vous êtes une autorité traditionnelle. Oui. Vous êtes une autorité traditionnelle. C'est nous qui interpellons ceux qui détournent. Est-ce que c'est vous? Oui. Majesté. C'est nous. Est-ce que c'est vous? Majesté Ondondo, je vous en prie. Oui, ce que je pense que quand vous prenez la parole, les autres ne vous interrompent pas. Permettez que Pierre Cap. Oui, mais il ne faut pas des permettez, vous prenez des notes et après vous pourrez revenir. Je vous donnerai la parole. C'est grave. Voilà. Je reviens. Le conflit date de 2016. Oui. On a eu tout le temps de mûrir la chose. C'est à un stade aujourd'hui où ça arrivait à saturation. Oui. C'est pourquoi je dis, dans l'esprit de tous les tweets présidentiels du mois de mai, avant la célébration du 20 mai, il y a eu des tweets qui appelaient au pardon. Oui. Le pardon là
pouvait aussi passer. Peut-être Ayoub Tabé et sa bande feront appel et le président de la République prendra acte. Oui. Ça, je ne sais pas. Maintenant, vous demandez l'implication au niveau de l'école. Oui. Moi, j'étais par exemple dans la zone du sud-ouest où j'ai vu des gens de la CDC qui n'ont plus d'argent. Ils vont envoyer leurs enfants avec quoi? Est-ce qu'il y a même encore les enfants là-bas? Les enfants mineurs sont partis de ces zones pour se retrouver à Yaoundé où qui dans son quartier ne reconnaît pas un nouveau visage qui fait le travail informel, qui parle anglais, qui te dit qu'il vient de Bamenda parce qu'il ne s'en sort plus, qui vient de Boya, qui vient de Tiko parce qu'il ne s'en sort plus. Oui. Donc c'est tous ces problèmes. Mais j'ai un peu également relevé quelque chose d'un peu incohérent sur la communication du ministre de la Communication justement hier. J'ai souligné à grands traits l'invite qu'il fait à la communauté internationale. Oui. C'est-à-dire, il appelle la communauté internationale et tous les pays amis, et tous les pays amis de faire quelque chose pour que l'école revienne. Moi, j'ai posé une simple question. Est-ce que le Cameroun écoute la communauté internationale? Est-ce que l'exemple... Alors, j'aimerais repréciser les propos du ministre de la Communication dans cette sortie qui s'est tenue hier au cours d'une conférence conjointe. Il était question d'appeler ces pays-là qui abritent les leaders séparatistes qui se trouvent du côté de l'étranger. Il était question d'appeler ces pays-là justement à collaborer davantage avec le Cameroun pour non seulement les mettre hors d'état de nuire et que cesse finalement cette crise. Je pense que c'est le contexte. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je vous dis, le regard qu'on a quand on est un peu à l'étranger, lorsque un occidental apprend que vous êtes originaire du Cameroun, un pays dirigé par le président de la République depuis 1982, même dans les diplomaties, ça sonne un genre. C'est pourquoi moi je dis le dialogue inclusif. À un moment donné, on a vu le Premier ministre se déplacer, aller sur le terrain. Merci. On a laissé passer le temps des vacances. C'est à 5 jours de la rentrée scolaire que moi je suis écœuré en tant que parent. Je me pose la question, est-ce que ces enfants, quel est leur avenir demain? On a connu au Cameroun des gens qui ont détourné la fortune publique. On ne s'en sort plus en termes d'emploi et tout. Aujourd'hui, on connaîtra quoi demain. Merci. Émile Bindi, Pierre Callot soulignait il y a de cela quelques minutes cette descente du Premier ministre chef du gouvernement au mois de mai, je pense bien, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour appeler au calme, annonçant ainsi les couleurs d'un futur dialogue national inclusif. Certains acteurs politiques étaient même allés jusqu'à estimer que Ayoub Tabé pouvait être appelé à cette table de négociation. Y a-t-il péril sur le dialogue après cette condamnation? Bien. D'une manière ou d'une autre, il faut mettre les pieds dans le plat. Oui. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ayoub Tabé et tous les autres ne sont que des pions dans cette affaire. Ça, il faut le dire aux Camerounais. Les vrais acteurs de ce dialogue ne sont pas là pour le moment. Le président de la République sait qui sont ses interlocuteurs dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez vu... C'est même justement ce qu'il faut dire. Vous avez tous ceux qui se sont revendiqués d'une quelconque légitimité dans cette affaire sont en réalité les pions d'une vaste machine. Les vrais interlocuteurs du président de la République, vous les avez vus. Et vous avez vu où ils ont porté le problème camerounais. Et c'était au niveau du Congrès américain. Vous avez bien constaté que depuis qu'il est revenu de Genève, et qu'un certain nombre de compagnies de certains pays ont commencé à acquérir un certain nombre de choses, le Parlement européen n'a plus fait cas de cette situation. Le Congrès américain s'est curieusement tu. Et de plus en plus, on a l'impression qu'il y a une situation, une normalisation. Et c'est pourquoi je vous disais, les questions politiques... de quelle compagnie? Je ne voudrais pas citer quelques noms ici. Donc je voudrais simplement terminer en disant ceci. Oui. La condamnation d'Ayoub Tabé rentre dans le cadre de la maîtrise de ces rapports de force. Il faut bien comprendre que politiquement, Ayoub Tabé ne vaut plus grand-chose.
pour la majeure partie de ses commanditaires. Il faut dire que cette condamnation, je ne vais pas vous couper, comment comprendre donc que cette condamnation est suscitée autant des mois? Je vous dis bien clairement, oui. je vous dis bien clairement, parce qu'en fait, il y a des gens qui tiennent des discours, oui, le dialogue inclusif. Oui. Mais lorsqu'on va parler du dialogue inclusif, est-ce que vous pensez que Ayoub Tabé fait partie de ceux qui ont les pieds sous la table ou de ceux qui ont les mains dans la pâte? Je vous dis donc clairement que Ayoub Tabé, Maurice Kamto et tout le reste qui veulent rentrer dans cette affaire, ce sont ceux qui ont en fait la main dans la pâte. Ce ne sont pas ceux qui ont les pieds sous la table. Cela sous-entend clairement que le dialogue est en ce moment en train de se tenir avec ceux qui ont les pieds sous la table. Le dialogue se tient. Merci. Donc, par conséquent, le fait que on condamne Ayoub Tabé n'a pas de grande incidence sur la poursuite de cette situation de normalisation, parce qu'en réalité, la normalisation se déroule avec des acteurs qui sont hors du territoire. Mais il y a un élément sur lequel voilà pourquoi, voilà ce qui peut expliquer. 10 secondes. Voilà ce qui peut expliquer l'invite de la communauté internationale dans le discours du ministre de la Communication à regarder les efforts qui sont faits et à laisser que les choses se déroulent de manière convenable. Parce que justement, le ministre trahit, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, l'identité des véritables interlocuteurs du président de la République. Merci. Donc, tout le reste là ne font que de l'espoir. Arnaud Manga, la rentrée scolaire, c'est dans 5 jours. On nous apprend peut-être qu'un dialogue se tiendrait. Pour le moment, est-ce que vous avez l'impression que celle-ci pourra être effective dans les 2 régions anglophones du Cameroun? Il faut noter qu'après la condamnation à perpétuité d'Ayoub Tabé, il y a eu de vifs mouvements qui ont été suscités, notamment à Bamenda, où des coups de feu ont été tirés. Le quotidien Mutacha a d'ailleurs rappelé ce matin que des personnes en sont mortes. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas craindre pour l'enlisement de cette crise après cette condamnation? Je vous repose la question, y a-t-il péril sur la rentrée scolaire? C'est vrai que nous sommes en démocratie et toutes les opinions se valent. Mais lorsqu'on vient analyser ou bien donner la position d'un parti politique, il faut qu'on soit sérieux, qu'on ne soit pas de mauvaise foi. On ne peut pas laisser passer le fait que le représentant du parti Univers nous dise que politiquement, M. Ayoub Tabé et M. Maurice Kamto ne valent plus quelque chose. C'est des faits. Ce ne sont pas les interlocuteurs du dialogue. S'il vous plaît, est-ce que le dialogue a déjà commencé? Voilà même pourquoi je dis que cette agitation stérile autour de la question du dialogue, que vous voulez récupérer au MRC, et que les uns et les autres veulent instrumentaliser dans le nord-ouest et le sud-ouest, ne mène à rien. Merci. Vous n'êtes pas les interlocuteurs du président de la République dans le cadre de ce dialogue. Qui sait qui sont ces interlocuteurs? Je vais simplement, pour les téléspectateurs, rapporter les faits. Depuis la condamnation de M. Ayoub Tabé, démographiquement, la ville de Bamenda et les villes du Nord ne se sont jamais autant vidées. Monsieur Cédric, lorsque nous sommes ici sur ce plateau, Yaoundé se surcharge des compatriotes anglophones, des jeunes filles qui étaient en brousse, qui se garnissaient avec des airs. Yaoundé est surchargé de ces filles qui font de la prostitution, qui dorment à la belle étoile. C'est des faits. Les agences du Nord et du Sud-Ouest sont saturées. Lorsque je le dis, sur le terrain, pendant qu'on est ici dans ce plateau, des balles crépitent, des gendarmes meurent. Des petits enfants sont égorgés. Sur le terrain, il y a la guerre totale. Monsieur Bindji, c'est parce que vous êtes dans un beau costume, ici à Yaoundé, dans une climatisation, que les balles ne crépitent pas là-bas. Et depuis que M. Ayoub Tabé a été condamné, ça s'empire. Quel était le poids politique d'Ayoub Tabé? Vous savez très bien que entre Ayoub Tabé et ses lieutenants, il y avait déjà une discussion qui ne pesait même plus grand chose. Je vous sais très courtois. L'imposture, c'est parler en lieu
et place de l'autre. C'est ce qu'on appelle de l'imposture. Alors, y a-t-il péril sur Les la rentrée scolaire? compatriotes qui ont pris les armes, Oui. allez leur poser la question. Si M. Ayoub Tabé n'est pas leur leader, et ils vous répondront. Mais ne dites pas, M. Bindi, vous n'en connaissez rien. Questionnez ceux qui sont sur le terrain. Quels sont les groupes qui sont en ce Bindi, moment sur s'il le vous terrain plaît, au nord-ouest et au sud-ouest? Citez-moi deux. Émile Bindi, je vous donnerai l'occasion de répondre. Monsieur Je vous le promets. Citez deux. Émile Bindi. À défaut d'être Oui. de mauvaise foi, Oui. tous les Camerounais savent que sur le terrain des opérations, il y a plusieurs groupes qui opèrent pour revendiquer l'institution et qui s'attaquent aux institutions de l'État du Cameroun. Questionnez donc ces groupes pour demander quels sont vos leaders. On ne peut pas dire qu'on veut que l'école reprenne, alors que les personnes qui sont encore en armes sont opérationnelles. Un enfant ne pourra pas aller à l'école lorsque on abat un autre enfant. Je veux donc dire aux représentants du LDPC qui nous a fait comprendre que les solutions sont en train d'être prises. Je crois qu'il ne vit pas au Cameroun. Quelles solutions sont en train d'être prises? La condamnation de M. Ayoub Tabé. Peut-être qu'il y a un dialogue qui se tient en La création d'une région militaire du bataillon d'intervention rapide. C'est ça les solutions. L'arme. Je crois que vous n'avez pas retenu les leçons des années passées, des mois passés. Le discours de on va les mater, ça va s'arrêter, on va les éteindre. Je crois que vous ne tirez pas les leçons de ce discours. Arrêtez de penser que la force de l'arme, du canon, du char, va enlever la détermination de ses compatriotes. Nous pensons donc que si, et c'est la position du président élu Maurice Kamto, en capacité de gouverner, la première descente qu'il fera, c'est dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour partir et suer les larmes des compatriotes anglophones. Leur dire que nous vous avons compris, vous avez pris des armes, vous étiez fâchés, vous avez raison de vous fâcher. Et ça mettra un terme de tension. Mais revenez, on s'assoit ensemble. Vous êtes né Camerounais. Ça permettrait de résoudre. C'est ce qui dépasse le parti au pouvoir. D'accord, on vous a compris. Merci. Et c'est pour cela que merci. Et c'est pour cela que cette crise va s'envenimer. D'accord. Et je peux chuter sur ça. Ce que je veux dire, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chuter vraiment dessus. 2000 morts, 2000 morts, c'est trop. 350 000 déplacés en interne. Et on envisage même les 500, 400 000 en externe. C'est trop. Merci. Des habitations détruites, des villages brûlés. C'est trop. Merci. L'argent du contribuable, il faut le dire, l'argent du contribuable détourné. Parce qu'il faut le dire, il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Je vous donnerai la Monsieur parole. Cédric, je vous donnerai la parole. Je dis à nos téléspectateurs que vous avez 10 secondes pour terminer. Plusieurs personnes jouissent de cette guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Merci, merci. Allô Manga, merci, merci, merci. Je donne la parole à ma gestion Dondo. Non, je vous pose la question. Je vous pose la question. Entre les menaces des séparatistes qui ont décidé d'imposer les villes mortes pendant 3 semaines et les assurances qui ont été données hier par le gouvernement camerounais, qu'est-ce que vous demandez aux populations de faire aujourd'hui? Nous demandons de braver le mot d'ordre d'interdiction. Nous demandons effectivement aux populations de rester calmes et de ne pas paniquer. Oui. Tout à l'heure, lorsque... je parle du lundi 2 septembre 2019. Oui. Quelle est l'attitude que ces populations, que ces parents nombreux dans ces régions devraient adopter? Non, les parents doivent rester calmes, envoyer les enfants effectivement à l'école. D'accord. Lorsque je parlais des mesures qui étaient en train d'être prises et que à la suite, le représentant de l'univers, il m'a un peu rejoint en ce sens que lorsqu'il doit y avoir dialogue, ça vous devez le savoir, lorsqu'il doit y avoir dialogue, on doit fixer le cadre du dialogue et on doit savoir quels sont les intervenants à ce dialogue. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il y a la recherche souterraine, n'est-ce pas, pour fixer le cadre du dialogue. Oui. C'est pour cela que il ne faut pas se décourager. Le dialogue va effectivement avoir lieu. Il ne faut pas promouvoir
le discours irresponsable du représentant du MRC Basse ici, qui dit que non, il faut que les gens fuient, il faut que les gens désertent. C'est cette politique de nihilisme que le président autoproclamé, comme tu voulais faire, ne peut pas marcher. Monsieur, on vous le dit. Oui, c'est une récupération. C'est une récupération effectivement malsaine. À Bamenda, les gens y vivent. Est-ce que vous pouvez rester à Bamenda? À Bamenda, les gens y vivent. Les populations de Bamenda, les gens y vivent à Bamenda. On sait que dans les groupes, quelqu'un le disait tout à l'heure. Plusieurs sous-préfets. Arnaud Manga, je vous en prie. On sait que. Permettez. Plusieurs magistrats désert. Je vous donnerai la parole. Et il nous dit que Arnaud les gens Manga, peuvent rester à Bamenda. Parmi nos compatriotes qui ont pris les armes, dont les groupes armés, on a identifié près de 14 groupes armés. On sait que dans ces groupes armés, il y en a la majorité qui veulent le retour à la paix et qui sont, n'est-ce pas, prêts au dialogue. Mais également, il y a des gens, parmi eux, il y a des groupes armés qui veulent effectivement faire le désordre et le chaos. On le sait. Il y a l'ordure qui voudrait... Voilà. Donc, on le sait. Donc, il faut pouvoir effectivement traiter avec tout ça. Mais sinon, sur le plan sécuritaire, toutes les garanties. Oui, non, il y a une forte garantie. Il y a une forte garantie, n'est-ce pas, que des dispositions sécurité sont en train d'être prises, pour que la majorité, n'est-ce pas, des écoles puissent fonctionner. Ça, il faut le donner comme garantie, n'est-ce pas, aux populations. C'est pour cela que les populations de cette partie doivent rester calmes et croire à la sécurité que l'armée camerounaise, n'est-ce pas, en train de déployer. Et puis, la seconde chose, c'est que parallèlement, on est en train de rechercher des voies et moyens pour que le dialogue inclusif puisse avoir lieu. Donc, il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de crier à Hu, à Dia, ou de faire courir les gens, de faire déserter les populations dans cette partie du territoire. Alors, Pianka. Et il y a des choses, lorsqu'on est en train de rechercher le dialogue, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire certaines choses. La toute petite chose que je peux avancer, c'est que vous savez, l'armée camerounaise est une armée professionnelle. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Alors, Pianka, quand vous observez le climat socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, est-ce que les garanties qui ont été apportées par le gouvernement camerounais pourront suffire à ramener ses enfants, ses parents, j'allais dire, amener ses parents à envoyer leurs enfants dans les différents établissements scolaires le lundi de septembre prochain? Vous voyez bien que quand on parle des questions d'enfants, moi je suis un peu plus calme que d'habitude parce que je suis père et au regard de ce que je ressens, je lis dans la presse, le retour, moi, à titre personnel, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré clairement parce que on a eu 3 mois de vacances scolaires, on n'a rien fait. C'est à 5 jours de la rentrée que le gouvernement veut parler quand on voit les images qui défilent et qui n'honorent pas notre pays. Je ne suis pas rassuré parce que j'implore, ça c'est une doléance, j'implore les autorités de ce pays de protéger la vie. La vie des enfants, chaque fois que à Bamenda on tue un enfant. Vous avez vu la petite fille qui a été abattue? Laissez-moi parler, moi je parle de ce que je vois. Lorsque j'apprends qu'on a tué, je me dis, vous avez vu par exemple, laissez-moi terminer, vous avez vu la conférence de presse du ministre de la Communication. Oui. Moi, je suis politologue et je convoque ce qu'on appelle les politiques publiques et certains acteurs. Quels acteurs parlent? Les hommes, les femmes ont disparu. Le ministre des enseignements secondaires est une femme. Le ministre de la femme et de la promotion et de la famille est une femme. Est-ce qu'elle est venue? Est-ce qu'on lui a donné la parole depuis qu'il y a mort d'homme là-bas pour qu'elle dise aux mamans? Elle parle au papa. Ce sont les femmes qui parlent aux hommes, à l'oreille des hommes. C'est une question, je parle là maintenant pour qu'on sauve les vies. Sauver les vies. Vous avez vu, l'Union européenne a beau parler, la communauté internationale a parlé. On devait avoir les élections municipales et législatives au Cameroun cette année. On a prorogé ça pour une seconde fois, c'est février 2020. Pourquoi, quand c'est sur le plan politique, les gens pour des orientations qui sont aujourd'hui, je le dis, subjectives et individualistes, posent des actes
Et pour nos autres, qui sont parents, c'est un parent qui parle, avant toute chose. Oui. C'est un parent qui parle. Pourquoi quand ça concerne les enfants du primaire, du secondaire, des universités, on peut comprendre. Ils se battent comme ils peuvent. Mais aucun enfant ne sort. Moi, parent, je vois un enfant, je vois un militaire posté dans une rue, je vois une sorte de gars qui se livre à un banditisme urbain, parce que quand il parle de 14 groupes identifiés, ce ne sont plus des groupes. À la base, c'est le banditisme. Et dans ce banditisme, on ne sait plus qui est qui. Je vous dis le ressenti, par exemple, de la région du sud-ouest. À Tiko, où j'ai visité, est-ce que le président de la République sait qu'il y a une usine de la CDC de bananes qui est brûlée? Est-ce qu'on lui a montré ces images? On vous montre ces images, vous ne pouvez pas parler comme on parle à Yaoundé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des cadres qui m'appellent chaque jour? Ils ne s'en sortent pas. Ils ont 10 mois sans salaire. Est-ce qu'on le sait? Ça, c'est la CDC. La CDC, après la fonction publique, est le second employeur. C'est en train de mourir tous les compartiments. Vous me parlez de quoi? Restons dans des conditions de sauver des vies. Parce que ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui viennent à Yaoundé faire du bensikin ou la prostitution livrent leur vie. C'est derrière la prostitution qu'on attrape toutes les maladies sexuellement transmissibles qui existent. Oui. C'est pourquoi j'interpelle, permettez que je le fasse. Allez-y. J'ai vu pendant la conférence des hommes, j'ai du respect pour le ministre Sadi, du respect pour le ministre de l'enseignement supérieur, de l'éducation de base, qui a un relan de psychologue, mais je n'ai pas vu le professeur Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Au sud-ouest, ce qu'il est question aujourd'hui de faire, c'est de sauver des vies. L'UNICEF a parlé. Vous voulez encore quoi? Quand l'UNICEF parle, qui vous accompagne dans votre système éducatif, vous dit que plus de 600 000 enfants sont déplacés sans école. 44 000 écoles qui ont également été fermées. Et fermées. Voilà. Vous voulez encore quelles statistiques? Merci. Moi, je suis dans l'économie et ce sont les chiffres qui parlent. Merci. Émile Bindi, ce sera votre dernière prise de parole sur cette question. Il y a cette sortie de la province ecclésiastique de Bamenda. Les évêques catholiques ont adressé une lettre ouverte à tous les acteurs impliqués dans la crise pour appeler au retour effectif des classes dans ces deux régions du Cameroun. J'aimerais vous demander que peut encore l'Église catholique pour un retour à la paix dans cette partie? Bien, il faut dire que l'Église catholique est dans son rôle. Pour ceux qui sont chrétiens, ils appellent un peu le Christ, le prince de paix. L'Église catholique est dans son rôle, ce d'autant plus que le système éducatif dans cette zone-là est en majeure partie constitué d'institutions de l'Église religieuse, de l'Église catholique. Il va sans dire que cet appel à la paix est le bienvenu venant de l'Église catholique. Ce d'autant plus qu'il s'agit d'une institution qui forme non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi également sur le plan moral et sur le plan spirituel. Il est donc question pour cette Église de rappeler ces brebis égarées qui ont pris le chemin de la violence pour des raisons même qu'elles ne maîtrisent, qu'ils ne maîtrisent même pas, ou alors qu'elles ne maîtrisent pas, afin que celles-ci reviennent sur le chemin de la paix. Mais quelle peut être l'efficacité? Est-ce que le message passe? Est-ce que le message passe? Il est difficile, effectivement. Il est difficile de penser que ce message peut passer. Parce que, d'un côté, nous avons des mesures qui sont prises. Des mesures essentiellement répressives, ça il faut le dire. Et ces mesures répressives ne sont pas de nature à donner un minimum de sérénité à ceux qui écoutent ce discours. De l'autre côté, nous avons une timidité dans les mesures administratives qui sont mises en mouvement. Et enfin, donc maintenant, nous avons ces populations, et nous avons ces populations qui sont déplacées, et ces grands bandits qui se retrouvent pratiquement dans la forêt et qui écument. Alors, le message de l'Église, en réalité, qui va-t-il toucher réellement? Nous avons l'impression qu'on est en train de s'aimer sur de la pierre. S'aimer sur de la pierre en ce qui concerne déjà le gouvernement, parce qu'en fait, les mesures visant
à apaiser totalement cette zone-là, devrait être mise en place. Les discussions et les échanges visant à ramener la paix dans cette zone devraient être engagés depuis fort longtemps. On ne devait pas attendre qu'il y ait des bousculades. Tout le monde sait très bien que lorsqu'on parle de révolution, les révolutions sont justifiées généralement par des besoins en termes, des besoins énergétiques. Et qu'au-delà de ces besoins énergétiques, ceux qui sont censés exécuter les révolutions grèvent leurs propres agendas. L'agenda sécessionniste, c'est un agenda de 2000 pratiquement, et ça date même des années 90 qui a été greffé. Tout comme l'agenda fédéraliste qui a été greffé. Mais nous, on sait très bien qui sont les donneurs d'ordre. À partir donc de ce moment, le discours de l'Église catholique doit être entendu, par le président de la République qui est déjà d'abord catholique. Il doit écouter ce discours de paix afin de hâter dans les négociations avec ses véritables interlocuteurs pour ramener la paix dans cet environnement. Merci. Arnaud, merci. Vraiment, on a plus assez de temps. Arnaud Manga, je reviens à vous. Qu'est-ce que le MRC demande aux populations de faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut boycotter les classes, respecter les villes mortes qui veulent être imposées par les leaders séparatistes, ou alors suivre les assurances qui ont été données par le gouvernement camerounais et envoyer effectivement les enfants dans les classes le lundi de septembre prochain? Dans notre travail politique, nous ne demandons pas simplement aux populations d'être fortes. Nous sommes pratiques, nous manifestons, nous marchons. Nous marchons pour dire non à la guerre qui ne fait que s'empirer. Cette guerre doit s'arrêter. C'est pour cela que nous marchons. Et c'est pour cela que le professeur Alain Fouguet est en prison. Maurice Kamto est en prison, et plus de 200 personnes. Parlons de la rentrée scolaire. Les mesures que le MSC préconise sont simples. Le fait que les enfants retournent à l'école, ça doit simplement être la conséquence aux mesures telles que la démilitarisation la démilitarisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas possible. C'est la position du MS, s'il vous plaît. Non. Le MRC a le droit d'avoir une position sur cette question. Et une position anti-patriotique, suicidaire et même génocidaire. On vous a compris. Merci. Permettez. Allez-y. L'hypermilitarisation nous conduit à ce que nous vivons là. On ne peut pas parler de dialogue avec quelqu'un qui a une arme. Qui a l'arme dans ce coup? Deux types d'acteurs ont des armes. L'armée républicaine qui fait son travail, qui doit protéger l'État. Mais ce que nous disons, c'est quoi? C'est que les militaires et les gendarmes retournent dans les casernes militaires. La police assure le maintien de l'ordre. Lorsque l'État prend cette mesure, s'il vous plaît, lorsque l'État, c'est la position du MSC. Lorsque l'État prend cette mesure, nous demandons maintenant à tous les groupes armés de déposer les armes. Ils ne pourront jamais déposer les armes si l'armée est opérationnelle sur le terrain. Première mesure. Deuxième mesure, le MSC, pour ça, comme tu l'as dit, on recensera tous qui sont victimes de la guerre. Les enfants et les femmes des militaires tués, les populations qui sont mortes, ceux qui ont des parties amputées, ceux qui ont des villages rasés, des plantations balayées. On va les recenser et les dédommager. Comme mesure, nous allons sanctionner sévèrement tous ceux qui ont contribué à ce que cette guerre déclenche. Merci. Et ensuite, terminé. Lorsque, entre autres, l'État, d'après le MS, prendra cette mesure, nous allons donc maintenant mettre le dialogue sur pied, parce qu'on ne peut pas dialoguer lorsqu'il n'y a pas ces conditions. Merci, on vous a compris. Qui ont été prises. Merci à Manga. Majesté Ondondo, un dernier mot sur cette question. Est-ce qu'il faut s'attendre, par exemple, à un geste politique du chef de l'État en direction de ces condamnés-là pour décrisper en tant soit peu l'atmosphère? 30 secondes, je vous en prie. Non, les juges ont fait leur travail. Maintenant, les hommes politiques pourront effectivement prendre le relais. Mais il faut qu'un certain nombre de conditions soient effectivement remplies. Parce que sachez qu'il y a eu des victimes de cette guerre. Donc, il faudrait qu'on trouve moyen effectivement
d'indemniser ses victimes. Bien sûr. Oui, c'est important. D'accord. Il faut qu'on trouve moyen d'indemniser les victimes. Mais on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité l'armée républicaine et les forces armées. Sur le terrain. Ceux qui ont fait l'insurrection, ceux qui considèrent qu'ils ne sont même pas des Camerounais, qui attaquent l'État du Cameroun. C'est pour cela que l'État doit effectivement, l'autorité de l'État doit être préservée pour le bien de tout le monde, pour la sécurité de tout le monde. C'est pour cela que quand il y a infraction, il faut que la justice puisse sévir. Merci. Maintenant, il faut effectivement il faut normaliser la situation sur le terrain. Il faut rappeler aux parents, à toutes les populations de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur que l'école va bien commencer, n'en déplaise. D'accord. N'en déplaise à une opposition frustrée, n'en déplaise à certains médias même qui veulent à tout prix ensauvager, n'est-ce pas, le discours politique pour faire fuir les populations. Merci. Il faut que les gens se rassurent que merci à vous. Il y aura rentrée, n'en déplaise, il y aura rentrée dans toute l'étendue du Cameroun. Merci à vous, Majesté. Le vœu pieux que nous aimerons formuler au terme de cette émission, c'est que la rentrée scolaire puisse effectivement se tenir sur l'ensemble du territoire camerounais. Tous les enfants ont droit à l'éducation. On ne saurait leur priver de ce droit qui est reconnu internationalement. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de votre émission Chantier Politique. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. On se donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 21h. Bonsoir.